Mes amis, bien le bonjour. Le Financial Times a révélé dans ses pages, dans l'édition d'hier, mais il en parle aussi aujourd'hui, le mardi 30 janvier, il parle de la guerre que veut mener l'Union européenne à la Hongrie. En fait, c'est même pas une guerre, c'est du terrorisme économique, tout simplement. D'ailleurs, aujourd'hui, la Hongrie a commencé à morfler. Le Financial Times dit que leur monnaie a baissé de 0,7% en une journée et que les obligations d'État, ça signifie à quel taux l'État emprunte, eh bien les obligations d'État ont augmenté. D'accord, ça signifie que l'État hongrois est obligé maintenant de s'endetter à des taux plus élevés qu'avant. Forcément, parce qu'il y a une menace de guerre économique sur son dos, ou de terrorisme économique venant de l'Union européenne. Pourquoi? Je vous raconte. Parce que, tout simplement, le Congrès américain ne veut plus continuer à financer la guerre de Biden en Ukraine. Pour ceux qui ont raté peut-être un épisode, il y a des gens qui peut-être sont toujours focalisés sur ce qu'ils écoutent dans les news et tout ça. Les États-Unis, si vous regardez en Afghanistan, si vous regardez au Vietnam et dans d'autres endroits, ont la tradition de lancer des guerres loin de leur territoire par des provocations, par des moves géostratégiques qui vont déclencher des réponses. Donc, ils ont déclenché cette guerre en Ukraine, en obtenant une réponse mécanique de la part de l'Ukraine à certaines sensibilités géostratégiques bien connues. Et en fait, à partir de là, il leur faut la financer. Il faut continuer à la financer. Le Congrès américain, au départ, il disait oui, c'est bon, on y va. Maintenant, ils réalisent que ça devient un gouffre sans fond. C'est toujours un classique avec les Américains. Ils l'ont fait partout. Ils financent des guerres à coups de trilliards, dont une bonne partie, ils ne le font pas par charité chrétienne, on est d'accord. Une bonne partie de ces revenus de guerre revient en arrière, revient vers les donneurs d'ordre, in fine, parce que l'argent, ils vont pas juste aller le distribuer par hélicoptère, ils vont pas le donner aux veuves et aux orphelins. C'est un argent qui va servir pour acheter des armes et tout, qui sont rachetés chez des Américains, c'est un argent qui sera investi dans des systèmes et des circuits dans lesquels beaucoup de politiciens américains et de grandes familles qui de facto dirigent ou possèdent ce pays ont des intérêts. D'accord? Donc c'est pas un argent qui est perdu pour tout le monde. Il y a des raisons en fait. Ils peuvent pas juste... l'avantage, tu sais, je vais te dire un truc, moi qui viens d'Afrique, l'avantage du dictateur africain, et quand tu y penses, c'est que lui, il peut se servir dans les caisses. Il n'a pas besoin de créer tout un vaudeville. Il n'a pas besoin de créer une guerre à 10 heures de vol de chez lui, causer des morts, causer toute l'aggravation, faire tout un vaudeville pour finalement détourner de l'argent par des circuits compliqués. Et les circuits sont tellement compliqués que j'imagine que pour pour 100 dollars d'argent des contribuables qu'ils détournent, je suis sûr que les frais de détournement sont de l'ordre de 90%. Je suis sûr qu'il y a 90 dollars qui partiront en frais d'intermédiaire, en frais de transaction et tout, que peut-être 10% arrivent dans leur poche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas efficace du tout. J'aurais préféré un dictateur qui a le droit d'aller piocher dans les caisses, il pioche le 10%, il laisse le reste. Aujourd'hui, ils sont obligés de sacrifier toute leur économie pour juste pouvoir détourner de plus en plus de miettes en réalité. Revenons à notre sujet. Le Congrès américain a dit bon stop, on arrête. Ils ont bloqué les fonds pour l'Ukraine. Ils ont dit on veut plus payer. L'Ukraine, après tout, c'est pas un État américain, c'est pas un allié de longue date, c'est même pas un membre de l'OTAN ni rien. Donc pourquoi on doit le financer? D'autant plus que si on va vers les guerres et tout, il y en a un peu partout dans le monde. Si on commence à financer tout le monde, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Dans ce cas, Biden dit aux Européens, vous payez l'Ukraine, vous donnez l'argent. À ce moment-là, il y a Budapest, ou la Hongrie, qui est membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN, qui émet son veto, qui bloque tout. Alors voilà, donc là, ça commence à devenir un problème. Remarquez une chose extraordinaire. Là, tout ce que je vous dis, c'est pour ramener un point absolument extraordinaire que j'aimerais livrer à votre constatation. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne ni de l'OTAN. Et pourtant, l'Union européenne est prête à massacrer l'économie de l'un de ses membres, à affamer l'un de ses peuples, à causer la crise chez eux, à causer la dévaluation de leur monnaie, à causer le chômage de masse chez eux, pour des intérêts
qui n'ont rien à voir avec ceux d'un pays de l'Union européenne. Pour les intérêts d'un membre qui ne fait pas partie de l'Union européenne. D'accord? Donc, si tu pensais que l'Union européenne travaillait pour ton pays, voilà. Moi, je te dis, je viens avec ce constat. Tu prends, je sais que beaucoup de Français me regardent. La France fait partie de l'Union européenne. En réalité, le mot faire partie, je ne l'aime pas. La France ne fait pas partie de l'Union européenne. Tu ne fais pas partie de l'Union européenne. C'est pas comme ça qu'on dit. A donné ou a offert sa souveraineté à l'Union européenne, c'est beaucoup mieux. La France a offert sa souveraineté. Et elle donne aussi de l'argent à l'Union européenne. D'accord? Mais est-ce que l'Union européenne défend les intérêts français? Reposons la question autrement. Est-ce que l'Union européenne défend les intérêts hongrois? Ben non. Du moment que les intérêts de l'hégémonie ou de l'hégémonie mondialiste ou des globalistes sont en jeu, l'Union européenne est prête à écraser l'un de ses membres. C'est tout. Donc, en temps normal, là c'est visible. Là, c'est dans le Financial Times, on a un cas, on a la lumière dessus, tout ça. Mais dans les affaires de tous les jours, les affaires qui n'arrivent pas dans le Financial Times, les affaires qui ne font pas scandale, les affaires qu'on ne voit pas au jour le jour, l'Union européenne travaille pour l'intérêt de qui? Est-ce qu'elle travaille dans l'intérêt de ses membres? Non, pas du tout. Elle travaille pour des intérêts globalistes et elle est prête à écraser l'un de ses membres si ça devient nécessaire. D'accord? Aussi simple que cela. Vous voyez, maintenant, on commence à mieux voir les choses. Enfin, c'est pas qu'on commence, elles commencent à se révéler. Nous sommes dans des époques d'apocalypse, révélation. Donc voilà, ça se révèle, c'est tout, aussi simple que ça. Donc voilà mes amis, c'est assez ahurissant. Moi j'ai jamais eu froid dans l'Union européenne et j'ai jamais eu froid non plus dans les dirigeants en réalité de chaque pays de l'Union européenne. Parce que je vous donne un exemple. Je vous ai parlé, je crois dans la dernière vidéo, celle d'avant, de l'histoire du Conseil d'État avec la loi sur l'immigration. Ok? Cette histoire de la loi sur l'immigration, qui a été, dont les dispositions anti-immigration ont été bloquées par le Conseil d'État et les dispositions pro-immigration ont été validées, cette loi-là n'a pas été modifiée ou censurée de la sorte par l'Union européenne, mais elle a été censurée par une institution franco-française qui est le Conseil d'État. Vous voyez le truc? Donc, il y a un problème au niveau de l'Union européenne qui sert les intérêts globalistes et les intérêts hégémoniques, mais il y a aussi un problème au sein de chaque pays de l'Union européenne qui est contrôlé par des élites qui ne sont pas du tout des élites qui portent l'intérêt national dans leur cœur. Voilà. Donc quand vous avez ce double burger, hein, vous voyez, double burger, enfin il y a plus que double, mais c'est très difficile de s'en sortir. D'accord. Donc on va suivre ce feuilleton. Et aujourd'hui, par rapport à Budapest, hein, la capitale hongroise, finalement, le système Orban n'a pas beaucoup de choix. Vous allez voir dans les jours qui viennent, soit il arrête son histoire de veto et il marche, il dit ok, on donne l'argent à l'Ukraine, d'accord, on donne l'argent. Et je vais vous dire un truc. Il n'y a pas de crime sans victime. Je lisais un article ce matin dans le Parisien, un homme de 25 ans qui meurt sans soins dans les couloirs d'un hôpital, sans même sa famille, qui n'avait pas le droit de rentrer le voir, d'accord, dans la solitude. Et le personnel médical dit, on est désolé, nous sommes dépassés. On a pas assez de locaux, on n'a pas assez de personnes, on n'a pas assez de lits, on n'a pas assez d'appareils, on n'a pas... Parce que vous savez, l'hôpital, c'est pas juste une affaire de lit. D'accord? Parce que sinon, tu peux accueillir un patient chez toi. Moi, j'ai un lit à la maison, je peux pas avoir un comateux dedans. Il faut aussi des appareils. Et les appareils, il faut aussi du personnel médical derrière. D'accord? Donc c'est toute une infrastructure qui est en train de s'écrouler, de s'effondrer. D'accord? Il n'y a pas de crime sans victime. L'argent qui est en train d'être dépensé dans des guerres, qui est en train d'être dépensé dans des aventures idéologiques, je pense aux éoliennes par exemple, ou d'autres pompes à subvention, cet argent-là manquera sur des éléments critiques. Vous savez, normalement, moi en mentant, je pensais que l'État, son rôle, c'était s'assurer que la police marche, les écoles marchent, les hôpitaux marchent, l'armée marche. Hein. Je pensais que c'était plus ou moins, d'accord, hein, on a 4, vous pouvez trouver 5 ou 6 si vous souhaitez, mais on se comprend qu'il y avait quelques rôles régaliens que l'État devait assurer. Aujourd'hui, l'État a pour rôle régalien de défendre l'Ukraine, a pour rôle régalien de défendre le climat, de défendre la planète, de défendre les générations futures, de défendre
des idéologies qui ne sont pas de ce monde. D'accord? Et le résultat net, c'est que nos problèmes de proximité sont en train de s'aggraver. Nos problèmes de proximité sont en train de partir dans le tout à l'égout. Ok? Et on le voit de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on comprend qu'Orban fasse son veto, parce que l'argent, il préférait l'investir dans son pays. Sauf que d'autres pays, voilà, les Français par exemple, non, nous on s'en fiche, les hôpitaux, que les Français crèvent, qu'ils crèvent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des priorités plus importantes. Alors, notre priorité, c'est donner l'argent à l'Ukraine, par exemple. Voilà, et c'est notre priorité, crever. Et les gens crèvent réellement de ça. Parce que l'argent n'est pas infini. Quand tu l'enlèves, quand tu le mets quelque part, il manquera ailleurs. C'est tout, aussi simple que cela. Hein, imagine un père de famille qui laisse sa famille dans le froid, dans la faim, il envoie les enfants pieds nus à l'école, mais bon, voilà, il est généreux. Hein, lui, il distribue de l'argent. Voilà. Il y a un gars là, quelque part, il vit à 1000 km d'ici, il a une affaire en justice avec ses voisins, il s'en pris la tête. Moi, je paye ses frais de justice. Voilà. Mes enfants crevés. L'argent qui rentre, je le donne moi pour les frais de justice de ce gars. Quand même, on a été injuste avec lui. Ses voisins, ils s'en pris la tête, ils ont cassé sa clôture, ils ont dit tu te gares pas ici alors que normalement il a le droit, tout ça, ils ont fait le bruit la nuit. Donc moi, je le défends. C'est juste une cause juste. Vous crevez de faim. D'accord? Ah, plus rien, c'est bon. Toi, à l'école, tu répares ta chaussure avec du fil de fer ou du scotch, ou je m'en fiche, débrouille-toi. D'accord? Ou bien, je suis en train de donner à des associations humanitaires, il faut qu'on sauve l'humanité. D'accord? Ah oui, mais moi, je suis pas un père de famille, moi, je m'en fiche. Ah, vous me dites, moi, je suis un mauvais papa, mais moi, c'est pas comme ça qu'il faut vous me juger. Moi, mes objectifs ne sont pas aussi minables que les vôtres. Moi, je suis pas là pour m'occuper de mes enfants. Moi, je suis là pour sauver l'humanité. Moi, je me bats pour la fin dans le monde. Je me bats pour la fin des injustices, pour la fin des discriminations. Et tout mon revenu, je le donne dans ces causes-là. C'est pour ça que mes enfants n'ont pas de quoi manger. Vous voyez le truc? La folie complète. C'est le discours d'un détraqué, c'est le discours d'un malade mental. Mais pire malade mental, c'est celui qui vote pour ça. Je veux dire, mon ami, je te montre un autre truc. Hein, je te montre un truc de Times. Ça faisait même pas partie du programme de la vidéo, mais je te le montre quand même. D'accord? Parce que des fois, sur un journal que je te montre, j'en ai 20 ailleurs. Je te montre un truc. Un enfant sur neuf est mentalement atteint. Il y a un enfant sur 9 au Royaume-Uni qui est en train de toucher des allocations d'handicapé mental. C'est un record historique. Un enfant sur 9, mes amis. Mais combien d'adultes là-dedans? Je veux dire, on est en train de devenir un monde de détraqués. Il y en a une nouvelle génération de détraqués. Ça c'est la génération de demain. D'accord? Et ils sont pas illuminés, mes amis. Je vous assure, on est en train de... je sais pas comment vous le dire. Tout est en train de foutre le camp. Voilà. Bon. J'arrête ici. Je pense qu'il serait de bon ton que j'arrête ici. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais je crois que on va mettre fin à la conversation, comme on dit dans les milieux on va mettre fin à cette conversation maintenant. D'accord? Merci, mes amis. Et puis, moi aussi, je vais me détraquer. Hein. Je vais faire partie des 1 sur 9. Hein. Je vous dis, c'est la folie complète. La folie complète.